Voilà, alors on va commencer notre cours sur l'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors, c'est une notion qu'on connaît de manière intuitive, mais qu'on ne sait pas toujours très bien définir. Alors, c'est quoi? C'est la propriété qu'ont les objets à avoir la capacité de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que faire quelque chose? C'est bouger, c'est émettre de la lumière, c'est changer d'état, créer un courant électrique, chauffer, etc. Tout ça, c'est une capacité à faire quelque chose. Et cette capacité à faire quelque chose, eh bien, ça vient du fait que les objets ont une énergie ou une forme d'énergie. Alors, on va énumérer les choses qu'on sait sur l'énergie. Alors, on sait qu'il existe plusieurs formes d'énergie. Alors, vous avez déjà vu ça au lycée. L'énergie gravitationnelle, l'énergie cinétique, l'énergie électrique. Euh, alors, je vais essayer. Hein. Ok, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Alors, donc il existe plusieurs formes d'énergie et l'énergie peut passer d'une forme à une autre. Alors, elle peut passer d'une forme à une autre de rien, d'une manière réversible ou de manière non réversible. Alors, les exemples de transformation d'énergie, quand vous avez de l'énergie électrique qui se transforme en énergie mécanique. Alors c'est ce qui se passe quand vous démarrez une voiture, vous transformez l'énergie électrique de la batterie en énergie mécanique qui va faire tourner le moteur. Et cette transformation peut fonctionner dans l'autre sens. Elle peut être réversible puisque, toujours dans l'exemple de la voiture, au fur et à mesure que vous roulez, eh bien votre batterie va se recharger, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'énergie mécanique qui va être transformée en énergie électrique. Donc, dans cette transformation, vous voyez que j'ai mis une flèche à double sens. J'ai une transformation réversible, c'est-à-dire que je peux transformer l'énergie dans un sens et dans l'autre. Par contre, il y a des transformations qui ne sont pas réversibles. L'énergie solaire qui se transforme en énergie chimique au cours de la photosynthèse, l'énergie solaire qui est captée par les plantes est transformée en énergie chimique qui permet à la plante de fonctionner. Eh bien, cette transformation n'est pas réversible puisqu'on ne peut pas refabriquer de l'énergie solaire à partir de l'énergie chimique qui est stockée dans les plantes. Voilà. Alors, on va parler maintenant de travail et d'énergie cinétique. Alors, on va considérer une particule de masse m qui est soumise à une force F et qui va se déplacer. Cette particule va, sous l'effet de cette force, avoir un déplacement, un petit déplacement, tellement petit qu'on va dire que c'est un déplacement élémentaire, on va l'appeler dl. Alors, voici la trajectoire de ma particule. La particule est là. Elle est soumise à une force, on va supposer qu'elle a cette direction. Et on va lui faire faire un déplacement dl. C'est le petit vecteur bleu. Donc, un très petit déplacement dl sur sa trajectoire. Alors, euh, on va appeler travail élémentaire la quantité dW. Alors, c'est un travail élémentaire, c'est pour ça qu'on prend une petite quantité qu'on appelle dW, W étant le travail. Donc, ce travail élémentaire, ça va être donné par le produit scalaire de la force par le déplacement élémentaire. Alors, vous voyez bien j'ai pris une situation quelconque. Donc, il y a un angle θ entre la force et le déplacement. Et le produit scalaire, on a déjà défini le produit scalaire. Le produit scalaire des vecteurs f dl, c'est le module de f par le module de dl
par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Alors, on verra que le travail d'une force correspond toujours à une variation d'énergie. Alors, la forme de cette énergie, elle va évidemment dépendre de la nature de cette force. Alors, on va essayer d'écrire ce travail de manière à faire apparaître une forme d'énergie qu'on va appeler l'énergie cinétique. Alors, je pars donc de la définition du travail de la force, le travail élémentaire, donc le produit scalaire FDL, et je vais écrire la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire que F, c'est le produit de la masse par l'accélération. Donc, j'écris que F, c'est mdv sur dt, d'accord, ma, et je multiplie, je fais le produit scalaire avec le vecteur dl. Alors, je ne change rien à cette expression si le dt, je le fais passer sous le dl. Donc, je vais avoir mdv dl sur dt. Or, dl sur dt, c'est quoi? C'est un déplacement élémentaire divisé par un très très petit intervalle de temps. C'est quoi ça? Un déplacement divisé par un intervalle de temps? Eh bien, c'est une vitesse. D'accord? Donc, dl sur dt, c'est v, c'est la vitesse de la particule à l'instant qui nous intéresse. Donc, ce produit mdv dl sur dt, eh bien, je peux écrire que c'est mv dv. Et v dv, eh bien, je vais dire que c'est la différentielle du produit scalaire de v par lui-même divisé par 2. Alors, vous demandez d'où ça sort, on va tout de suite regarder. Si vous prenez le produit scalaire de v par lui-même, d'accord, on cherche la différentielle. Alors, la différentielle, ça fonctionne comme la dérivée, d'accord? Alors, la différentielle du produit scalaire. Attendez, j'ai encore rien dit. Attendez que j'ai fini cette explication et vous me direz après si vous avez compris ou pas, d'accord? Alors, j'ai le produit scalaire de V par lui-même. Je vais chercher la différentielle. On va faire ça comme si c'était une dérivée, d'accord? Donc j'écris, je cherche par exemple la dérivée par rapport au temps du produit scalaire de V par lui-même. Voilà. Alors, c'est quoi? Eh bien, vous connaissez la règle de dérivation d'un produit. C'est valable pour des scalaires, mais c'est valable aussi pour un produit scalaire ou un produit vectoriel. Alors, j'ai un produit. Je dérive le premier terme et je multiplie par le deuxième, plus je garde le premier et je multiplie par la dérivée du deuxième. Donc, j'écris ce que c'est. Donc, dv sur dt. Ah. Bon. J'ai perdu. Alors, je vais commencer un petit peu. Alors, je cherche la dérivée par rapport au temps du produit scalaire de V par lui-même. D'accord? Alors, je dois dériver un produit, donc je dérive le premier terme, donc dv sur dt. Ah. Bon, j'écris, hein, je dérive le premier terme, donc dv sur dt. On va y arriver. Alors, dv sur dt,
multiplié par V, d'accord, plus, cette fois je garde le premier et je dérive le deuxième, d'accord. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, que j'ai deux fois le produit de V, le produit scalaire de V par sa dérivée. C'est-à-dire que je vais dire que c'est deux fois V dV sur dt. D'accord? Et ça, c'est la dérivée par rapport au temps du produit scalaire de V par lui-même. C'est bon? Donc, si je dérive le produit scalaire du vecteur vitesse par lui-même, eh bien, j'obtiens deux fois le produit scalaire du vecteur vitesse par la dérivée du vecteur vitesse. C'est bon? Alors maintenant, si je veux écrire la différentielle, eh ben, j'ai plus qu'à multiplier le tout par dt. Donc, la différentielle du produit scalaire de V par lui-même, eh bien, ça sera deux fois, bon, je vais pas le réécrire, ça sera deux fois, c'est ici, hein, la différentielle du produit scalaire de V par lui-même, ça sera deux fois V, le produit scalaire de V par dV. C'est bon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce produit que j'ai ici, V multiplié le produit scalaire de V par dV, eh bien, c'est la différentielle, puisque je ne veux que la moitié de cette expression. Donc, ça sera la différentielle du produit scalaire de V par lui-même divisé par 2. C'est bon? Ça va? Alors, le produit scalaire de V par lui-même, ben vous savez que c'est module de V par module de V par cosinus de 0, c'est-à-dire V au carré, le module de V au carré. Donc j'écris que le travail élémentaire, eh bien c'est la différentielle de la quantité 1/2 de mv carré. Le m, je ne change rien si je le rentre à l'intérieur ici de la différentielle. Donc j'ai bien différentielle de m, produit scalaire de v par lui-même divisé par 2, c'est-à-dire 1/2 de mv carré. Ça veut dire que le travail élémentaire, ça va correspondre à une petite variation de la quantité 1/2 de mv carré. Alors, cette quantité, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique ou énergie de vitesse, parce que dans cette expression, eh bien, il y a la vitesse qui apparaît, il y a le module du vecteur vitesse qui apparaît, et on la note EC pour énergie cinétique égale à 1/2 de mv carré. Alors, quelqu'un me disait qu'il n'avait pas compris, c'est Melk. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez toujours pas? J'attends votre... Melk Bourachiche, c'est bon? Il est plus là? Alors... Bah, si, il est là. Bon, vous me le direz, hein, si c'est pas clair. Si c'est pas clair, j'attends, je répondrai à votre question tout à l'heure. Ah, c'est bon, tant mieux. D'accord. Alors, ce qu'on vient d'écrire, donc, c'est que le travail élémentaire de la force, eh bien, ça correspond à une petite variation de l'énergie cinétique. Je vous avais dit tout à l'heure que le travail d'une force correspond toujours à une variation d'énergie et que la forme de cette énergie, elle va dépendre de la nature de la force. D'accord? Eh bien, ici,
euh, on se rend compte d'une chose, c'est que on n'a fait absolument aucune supposition sur la nature de cette force. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cette équation, cette relation entre le travail de la force et la petite variation d'énergie cinétique, eh bien, alors la variation d'énergie cinétique, c'est entre quelle situation et quelle situation. La situation initiale, c'est juste avant le début du déplacement et la situation finale, c'est juste après le déplacement. D'accord? Donc, situation initiale, c'est ici. Situation finale, c'est en ce point. Donc, la variation d'énergie cinétique DEC, c'est vraiment euh, entre le début et la fin de ce déplacement. D'accord? Alors, comme on n'a fait aucune supposition sur la nature de cette force, eh bien, ça veut dire que cette équation, elle est vraie tout le temps, quelle que soit la nature de la force. Donc, que vous preniez le travail du poids, le travail d'une force élastique, le travail de n'importe quelle force, eh bien, ça sera toujours mesuré par la variation d'énergie cinétique. Alors attention, euh, ça suppose tout de même que c'est la seule force qui s'applique à la particule. Hein. Ça veut dire que F représente, en réalité, quand on parle du travail de la force, F représente la résultante de toutes les forces appliquées à la particule. D'accord? Donc si la seule force appliquée à la particule, c'est le poids, eh bien, le travail du poids, ça mesurera la variation d'énergie cinétique. Si la seule force appliquée est la force élastique, le travail de la force élastique va mesurer la variation d'énergie cinétique et ainsi de suite. S'il y a plusieurs forces, eh bien, il faudra faire la somme de toutes les forces et le travail de cette somme de toutes les forces nous donnera la variation d'énergie cinétique. Alors, les cas particuliers maintenant pour ce travail, les cas particuliers, ça va correspondre à des orientations particulières de la force par rapport au déplacement. Alors, si F est parallèle au déplacement dl, eh bien, vous avez bien vu que quand je développe le produit scalaire f dl, j'ai module de f par module de dl par cosinus θ, θ étant l'angle entre f et dl, eh bien, ça va dépendre de l'angle θ. Donc, si f est parallèle à dl, eh bien, j'aurai le cosinus θ qui vaudra 1, puisque θ sera égal à 0. Si f est perpendiculaire à dl, eh bien, le travail sera nul parce que mon cosinus θ va être égal à 0. Alors ça, c'est un cas très intéressant puisque si le travail est nul, eh bien, ça veut dire que la variation d'énergie cinétique est nulle. Ça veut dire que l'énergie cinétique est constante. Si elle ne varie pas, c'est qu'elle est constante. D'accord? C'est le cas dans un mouvement circulaire uniforme. On a la force qui est toujours orientée, l'accélération est une accélération normale. Donc la force a toujours la direction perpendiculaire au déplacement, au vecteur déplacement, et on a effectivement une énergie cinétique qui reste constante. Alors maintenant, si F et dl ont des orientations quelconques, c'est-à-dire s'il y a un angle θ quelconque entre les deux, eh bien, si on décompose la force F en une composante qui va être parallèle au déplacement, que je vais appeler F parallèle, et une composante perpendiculaire au déplacement, eh bien, mon travail, ça sera la somme de deux termes, ce sera le travail de la composante parallèle plus le travail de la composante perpendiculaire. Or, on vient de voir que si la force est perpendiculaire au déplacement, le travail est nul. Donc, ce terme-là va disparaître. Donc, le travail d'une force une force appliquée à une particule qui subit un déplacement dl, eh bien, c'est uniquement la composante parallèle de la force
qui va donner lieu à un travail. D'accord? Alors, comment ça va se passer maintenant avec cette composante parallèle? Eh bien, dans ce produit scalaire, l'angle qu'il va y avoir entre F parallèle et DL, eh bien, ça sera soit 0 si F parallèle est dans le sens de DL, soit pi si F parallèle est dans le sens opposé à DL. Alors, si cet angle est égal à 0, eh bien, le travail va être positif, puisque le cosinus de 0, c'est 1. Ça veut dire que la variation d'énergie cinétique est positive, et ça veut dire que l'énergie cinétique augmente. Par contre, si l'angle entre F parallèle et DL est égal à pi, eh bien, le travail élémentaire est négatif, la variation d'énergie cinétique est négative, ça veut dire que l'énergie cinétique diminue. Alors, on va tout de suite voir un exemple pour que vous compreniez l'utilité de regarder la composante parallèle au déplacement. Alors, je vous ai remis l'exemple du projectile. Donc, je lance un projectile à partir du point O. Je lui donne une vitesse V0 et il va décrire une trajectoire. On a déjà étudié ce cas. Alors, on va regarder pendant la montée, tout en haut de la trajectoire et pendant la descente. D'accord? On va regarder les orientations de la force, de la composante parallèle de la force et du vecteur déplacement. Alors, le vecteur déplacement va toujours être orienté, c'est un déplacement élémentaire, il va être orienté dans la même direction que le vecteur vitesse, évidemment. D'accord? Puisque V, c'est dl sur dt, donc dl, c'est v dt, donc il sera toujours dans la même direction et le même sens que le vecteur vitesse. Alors, on y va. Pendant la montée, je vais prendre une position quelconque ici. La force appliquée est le poids. Le déplacement, je suis dans la montée, le déplacement, c'est dl, le petit vecteur bleu ici. Alors, mon vecteur, ma force appliquée qui est le poids, je la décompose suivant une direction parallèle à dl et une direction perpendiculaire à dl. D'accord? Donc, j'ai P parallèle et P perpendiculaire. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est que l'angle P parallèle dl, il est égal à pi. D'accord? Donc, on est dans la situation où le produit scalaire P parallèle dl va être un produit scalaire négatif. Si ce travail est négatif, eh bien, ça veut dire que la variation d'énergie cinétique est négative. Ça veut dire que l'énergie cinétique est en train de diminuer. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Quand vous lancez un objet, quand vous lancez un projectile, c'est vrai que vous le lancez avec une vitesse initiale et qu'au fur et à mesure qu'il monte, il va perdre de la vitesse. Donc, c'est tout à fait logique qu'on trouve que l'énergie cinétique diminue. Alors, pendant la descente, je dessine mes projections du poids sur la direction du vecteur déplacement. Le vecteur déplacement étant toujours tangent à la trajectoire, c'est un déplacement élémentaire, et une direction perpendiculaire au déplacement. Alors, ce qu'on constate, c'est que P parallèle et dl forment un angle qui vaut 0. Ça veut dire que le travail de la composante P parallèle, qui est la seule qui va compter dans le calcul du travail, le travail de P parallèle va être positif. Ça veut dire que la variation d'énergie cinétique va être positive. Et ça veut dire que l'énergie cinétique est en train d'augmenter. Est-ce que c'est normal? Oui. Une fois que l'objet a atteint le sommet de sa trajectoire, quand il va redescendre, eh bien, au fur et à mesure qu'il descend, sa vitesse devient de plus en plus grande. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu quand on a traité ça en dynamique. Alors, qu'est-ce qui se passe au sommet de la trajectoire? Eh bien, au sommet de la trajectoire, il n'y a pas de composante
parallèle du poids, parallèle à dl. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique juste à cet endroit. Eh bien, ça veut dire que je suis à l'énergie cinétique minimale. D'accord? Donc j'ai une énergie cinétique initiale ici, 1 demi de mv0 carré. Au fur et à mesure que le projectile monte, sa vitesse diminue. Quand il est au sommet de la trajectoire, sa vitesse est minimale. Et au fur et à mesure qu'il va redescendre, eh bien, sa vitesse va augmenter. Et il arrivera au niveau du sol avec la vitesse initiale qu'il avait au départ. C'est bon? Alors, on va passer maintenant au théorème de l'énergie cinétique, qui est un théorème très important en énergie quand on fait des considérations énergétiques. Alors, si une particule se déplace d'un point A à un point B sous l'action d'une force F, le travail de la force sur le déplacement AB, eh bien, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on sait calculer, c'est un travail élémentaire, c'est-à-dire le travail d'une force sur un très petit déplacement. Eh bien, le travail entre deux positions A et B, eh bien, ça va consister à faire la somme de tous les petits travaux élémentaires des W. Donc, ça revient à calculer une intégrale entre A et B de tous les travaux élémentaires. Il faut prendre cette intégrale comme la somme de tous les travaux élémentaires sur tous les petits déplacements élémentaires qu'il peut y avoir entre la position A et la position B. Alors, le travail élémentaire étant égal à F dl, eh bien, j'écris que c'est l'intégrale entre A et B de F dl, du produit scalaire F dl. Or, le produit scalaire F dl, je sais que c'est la variation d'énergie cinétique, on l'a défini tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le travail de la force F entre les deux positions A et B, eh bien, c'est la variation d'énergie cinétique, puisque quand j'intègre ça, eh bien, j'obtiens, il manque une étape ici, eh bien, ça veut dire que c'est égal à EC. Si j'intègre DEC, ça me donne EC, à prendre entre les deux positions A et B. D'accord? Donc, j'ai EC en B moins EC en A. C'est ce qu'on retrouve ici. Alors, voilà, ça c'est le théorème de l'énergie cinétique. Alors, on voit bien ici que le travail, bonjour, on voit bien que le travail et l'énergie cinétique sont des grandeurs qui ont la même dimension, d'accord? Le travail, ça mesure une variation d'énergie. Donc les deux s'expriment dans la même unité. L'unité, vous la connaissez déjà, c'est le joule et l'abréviation, c'est un J majuscule. C'est bon? Alors, on va parler maintenant d'énergie potentielle et on va commencer par l'énergie potentielle de gravitation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle de gravitation? Ben, c'est l'énergie que va avoir un objet parce qu'il est à une position particulière par rapport à la Terre. Alors, on appelle ça une énergie potentielle de gravitation, mais c'est aussi une énergie de position. Pourquoi de position? C'est parce qu'il suffit que l'objet soit à une certaine position et il a automatiquement cette énergie, c'est-à-dire cette capacité à transformer cette énergie en une autre forme d'énergie. Alors, la force de gravitation, je vous rappelle que c'est la force d'attraction qu'exerce la Terre sur l'objet de masse petit m. Donc, ça s'écrit sous cette forme-là. Voici la Terre que je matérialise par un point. Alors, la Terre de masse grand M, mon objet de masse petit m, qui est attiré vers la Terre avec la force F, qui a pour module G grand M petit m sur R carré, qui est
de sens qui est dirigé vers la Terre. Vous voyez bien qu'il y a le signe moins ici, qui nous indique que la force F est de sens opposé à U, U étant le vecteur unitaire qui va toujours du centre de la Terre vers l'objet qui est soumis à la force. D'accord? Alors, on va considérer un déplacement élémentaire de cet objet qui est soumis à la force d'attraction terrestre. Alors, j'écris donc que le travail, alors je vais aller sur la trajectoire de mon objet, je vais aller de la position A à la position B, d'accord? Donc, le travail entre la position A et la position B, ça va être la somme de tous les petits travaux élémentaires, de tous les petits que je vais pouvoir calculer sur tous les petits déplacements que je peux définir entre la position A et la position B. Alors, j'ai donc le travail entre A et B qui est égal à l'intégrale entre A et B de tous les dW, c'est-à-dire F dL. Alors, je remplace F par son expression et G moins G grand M petit m sur R carré, U, et je fais le produit scalaire de cette expression, de cette force F, avec le déplacement élémentaire dL. Alors, j'ai deux variables ici, j'ai R et j'ai dL, donc je vais essayer de me ramener à une équation dans laquelle il y a une seule variable. Alors, on calcule, on voit apparaître ici le produit scalaire UDL, donc on va calculer le produit scalaire UDL. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le module de U par le module de dL par le cosinus θ. Or, U, faut bien vous rappeler que c'est un vecteur unitaire. Unitaire, ça veut dire que son module est égal à 1. Donc, module de U, c'est 1, par module de dL, donc je laisse module de dL, par cosinus θ. Donc, ce produit scalaire qui apparaît ici, en réalité, c'est le module de dL par le cosinus θ. Alors, si on regarde notre figure ici, alors j'ai un petit peu exagéré la longueur du vecteur dL pour que vous puissiez voir la projection. En réalité, le vecteur dL est tellement petit qu'il est quasiment porté par la trajectoire, mais là j'ai exagéré la taille du vecteur dL pour que vous voyez bien la projection. Alors, dL cosinus θ, si vous considérez ce triangle rectangle, d'accord? Vous avez l'hypoténuse qui est dL et vous avez cette projection qui est dL multiplié par cosinus θ, d'accord? Or, qu'est-ce que c'est que cette projection? Eh bien, c'est, alors, ici, cette distance entre grand M et petit m, c'est R. À la fin du déplacement, eh bien, c'est R plus un petit quelque chose. Donc, j'ai R ici. Et ici, j'ai R plus dr. D'accord? Or, ce qui dépasse, si vous voulez, voici la quantité. Je vais changer de couleur. Voilà tout ce qui a dépassé. Voici mon dr, d'accord? Si j'essaye d'écrire cette longueur-là par rapport à celle-là, eh bien c'est R plus ce petit quelque chose que j'ai rajouté en bleu. Or, ce petit quelque chose, eh bien vous le retrouvez ici. Et alors, ce petit quelque chose qui est égal à dr, d'accord, j'ai R ici plus dr,
une seconde, hein. J'ai R ici, alors que je retrouve là, et je lui ajoute un petit quelque chose que je vais appeler dr, l'augmentation de la distance entre la masse petit m et la masse grand M, qui est la masse de la Terre. Eh bien, cette quantité qui est dr, je la retrouve ici. C'est quasiment la même chose, hein, c'est une approximation. Or, cette quantité-là, c'est bien dl, si vous regardez le triangle rectangle que j'ai dessiné tout à l'heure, cette quantité, c'est bien dl cosinus θ qu'on est en train de chercher. Donc, dl cosinus θ, eh bien, c'est égal à dr. Alors, c'est bon, je peux effacer le dessin. Ça ira? D'accord. Alors, comment j'ai fait dl? Alors, c'est Lina qui pose la question. dl, c'est un déplacement élémentaire. D'accord? Alors, j'ai beaucoup exagéré. En réalité, je vais vous dessiner voici ma trajectoire. D'accord? Et euh, j'ai mon dl qui est quasiment porté, il est tellement petit, le voici, d'accord, tellement petit qu'il est porté par la trajectoire. Mais pour pouvoir vous montrer les projections, c'est-à-dire que normalement j'aurais dû le faire petit comme ça, d'accord, pour que vous puissiez voir la projection dl cosinus θ, ben je vous ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup exagéré la longueur du vecteur dl. C'était juste pour que vous puissiez voir ce fameux dl cosinus θ qui est confondu avec dr, l'augmentation de la distance entre la masse petit m et le centre de la Terre. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Lina? C'est bon? Bon. Alors, à partir de maintenant, eh bien, d'accord. À partir de maintenant, eh bien, mon UDL, qui est le DL cosinus θ, eh bien, mon UDL, je vais le remplacer par DR, l'augmentation de la distance de la distance entre les deux masses, entre le début du déplacement et la fin du déplacement. D'accord? Alors, eh bien, je me retrouve avec une fonction qui est connue, hein, vous connaissez l'intégrale de moins 1 sur r carré, vous savez que c'est plus 1 sur r, d'accord? Donc je vais avoir, peut-être qu'il manque ici, alors ça va faire g grand M, petit m, plus 1 sur r à prendre entre RA et RB, d'accord? Donc, ça donne G grand M petit m 1 sur RB, d'accord? Je prends cette borne-là, moins 1 sur RA. C'est bon? Alors, c'est ce qu'on retrouve ici à cette ligne. Alors, il ne faut pas oublier que ici, dans cette situation, la force d'attraction gravitationnelle est considérée comme étant la seule force appliquée au corps de masse petit m. Donc, je peux appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui s'applique à la résultante de toutes les forces appliquées à l'objet. Donc, si j'ai trouvé que le travail de la résultante des forces, c'est cette quantité-là, eh bien, je vais pouvoir dire que c'est aussi la variation d'énergie cinétique. C'est le théorème de l'énergie cinétique qui me le dit. Il me dit que le travail de la résultante des forces appliquées à un objet, c'est sa mesure, la variation de son énergie cinétique. Alors, eh bien, ça veut dire
Alors, ça veut dire que j'ai énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A égale au résultat que je viens de trouver, puisque quand j'ai calculé le travail, j'ai trouvé ce résultat, mais je sais par ailleurs que le travail de cette force, c'est aussi la variation d'énergie cinétique. Alors, j'écris l'égalité entre les deux résultats. J'ai calculé le travail directement en calculant la somme des travaux élémentaires. Et là, le théorème d'énergie cinétique me donne le travail de la résultante des forces qui est la force de gravitation d'une autre manière puisqu'il me donne le travail comme étant la variation d'énergie cinétique. Alors j'écris l'égalité entre mes deux résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu tout à l'heure que l'énergie pouvait se transformer d'une forme à une autre. Donc, on peut très bien imaginer que la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B, donc delta EC, eh bien, cette variation d'énergie cinétique a eu pour contrepartie, c'est-à-dire que si j'ai eu de l'énergie cinétique si l'énergie cinétique a augmenté, eh bien, la contrepartie, eh bien, ça sera qu'il y a une autre forme d'énergie qui a diminué. Et si cette énergie cinétique, à l'inverse, si elle a diminué, ça veut dire qu'en contrepartie, il y a une autre forme d'énergie qui a augmenté. Alors, on va donc dire que cette variation d'énergie cinétique, elle a pour contrepartie une variation opposée d'une autre forme d'énergie, et cette autre forme d'énergie, c'est ce qu'on va appeler l'énergie potentielle de gravitation ou encore énergie de position. C'est-à-dire qu'on va écrire que delta EC, qui est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, c'est moins delta EP. Alors, quand le signe moins, il dit quoi? Il dit que si là, la variation, elle est entre la position A et la position B, donc énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, eh bien, à cause de ce signe moins, je vais avoir égal à l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale. Voilà, donc j'écris que l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale égale, puisqu'il y a une contrepartie, j'ai delta EC égale à moins delta EP, et bien de ce côté, j'ai énergie potentielle initiale moins énergie potentielle finale. Alors, ça veut dire que le résultat que j'avais, je vais remonter, hein. Alors, ça veut dire que ce résultat-là, auquel j'étais arrivée tout à l'heure, en écrivant l'égalité entre le résultat de mon calcul du travail et le résultat que me donne le théorème d'énergie cinétique. Donc, quand j'écris cette équation, eh bien, ça veut dire que cette quantité, c'est l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'énergie potentielle au point A, eh bien, c'est moins G grand M petit m sur RA, plus peut-être une constante, et que l'énergie potentielle au point B, c'est moins G grand M petit m sur RB, plus peut-être une constante. Alors, cette énergie potentielle de gravitation, ben, je vais dire que c'est pour une position R quelconque, c'est moins G grand M petit m sur R plus une constante. Alors pourquoi j'ai mis cette constante? C'est parce qu'ici j'ai calculé une variation d'énergie potentielle et que si la constante existe, eh bien je vais la retrouver une fois dans l'énergie potentielle au point A et une fois dans l'énergie potentielle au point B. Et comme je fais la différence entre les deux, la constante, elle n'apparaît pas ici, mais si je cherche l'énergie potentielle à une position quelconque, la constante apparaît certainement.
Alors, cette constante, généralement, on s'arrange pour qu'elle soit nulle. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend comme origine de l'énergie potentielle l'infini. On va dire que si la masse petit m se trouve à l'infini, eh bien, son énergie potentielle de gravitation est égale à zéro. Alors, c'est assez logique, puisque la masse petit m, si vous la mettez à l'infini, eh bien, elle n'est plus soumise à la force d'attraction gravitationnelle. Donc, c'est logique que l'énergie potentielle qui est due à cette attraction, eh bien, elle soit nulle. Donc, c'est un choix plus que judicieux, c'est un choix logique. Hein. Prendre l'origine de l'énergie potentielle à l'infini, eh bien, ça nous permet d'écrire notre énergie potentielle de gravitation sous une forme plus simple, qui est moins g grand m petit m sur r. Voilà. Alors, voici la courbe de l'énergie potentielle de gravitation. Alors, bien entendu, on la démarre, on fait démarrer cette courbe à la surface de la Terre, d'accord? Parce que tout ça, c'est une région dans laquelle on ne sait pas trop ce qui se passe, d'accord? On ne peut pas définir une force d'attraction gravitationnelle en, à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire qu'on la définit généralement à l'extérieur de la Terre, donc depuis la surface de la Terre jusqu'à l'infini. Alors, dr c'est la distance entre le début et la fin. Euh, dr, c'est la... Je vais, je vais vous remettre le dessin. Alors, dr, c'est l'augmentation de la distance. Oui. Regardez. Voici la nouvelle distance, je l'appelle R'. Hein. Ici, j'ai R entre le centre de la Terre et M. Et une fois que j'ai fait le déplacement dl, la nouvelle position, imaginons qu'on soit ici à une position M et ici à une position M', eh bien, à la fin du déplacement, la nouvelle distance, c'est R'. Et cette distance R', je vous ai dit que c'était R plus dr. D'accord? Or, ce dr, eh bien, on le retrouve ici, hein, avec des considérations géométriques. D'accord? Le dr, qu'on peut, qu'on peut délimiter ici, c'est tout ce qui dépasse, vous avez R', vous tracez un cercle de rayon petit r, et tout ce qui dépasse, c'est dr. Or, ce dr, eh bien, on le retrouve ici. D'accord? Donc, dr, c'est l'augmentation de la distance entre la Terre et la masse petit m, entre le début, alors l'augmentation, entre le début du déplacement et la fin du déplacement. C'est-à-dire que quand l'objet va de cette position à celle-là, eh bien, sa distance par rapport au centre de la Terre, elle a augmenté de dr. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Lina, c'est bon? Alors, voilà donc okay. Voilà donc la courbe de l'énergie potentielle en fonction de R. Vous voyez bien que quand R tend vers l'infini, eh bien j'ai l'énergie potentielle qui tend vers zéro. Alors, quelle est la conséquence de ce qu'on vient d'écrire? C'est-à-dire que la variation d'énergie cinétique est opposée à la variation d'énergie potentielle. Eh bien, c'est que si je pars de cette expression, d'accord?
Si je fais passer tout ce qui dépend du point A à gauche et tout ce qui dépend du point B à droite, je vais plutôt faire l'inverse pour ne pas avoir de signe moins. Je vais faire passer le moins énergie cinétique au point A à droite, ça va devenir plus énergie cinétique au point A. Et je vais faire passer moins énergie potentielle au point B à gauche, il va devenir plus énergie potentielle au point B. C'est bon? Alors, le résultat, la conséquence, donc puisque j'ai la variation d'énergie cinétique opposée à la variation d'énergie potentielle, eh bien, ça veut dire que l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A va être égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. D'accord? Donc, j'ai juste interverti l'ordre des termes. EC de A, je l'ai fait passer à droite. Et EP de B, je l'ai fait passer, le moins EP de B, je l'ai fait passer à gauche. Alors, on constate une chose, c'est qu'on a cette quantité énergie cinétique plus énergie potentielle au point A égale à énergie cinétique plus énergie potentielle au point B. Eh bien, cette quantité qui reste constante, on l'appelle l'énergie mécanique totale de la masse petit m dans le champ de gravitation terrestre. Donc, on la note ET. C'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors, on va voir une application de tout ce qu'on vient de voir. Alors, on va avoir comme objectif de calculer la vitesse de libération d'un projectile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vitesse de libération? C'est la vitesse qu'il faut donner à un projectile pour qu'il se libère de l'attraction terrestre. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vitesse de libération, c'est la vitesse qu'il faut lui donner pour qu'il arrive à l'infini avec une vitesse au moins nulle. En tout cas, il faut qu'il arrive à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser cette relation qui est que l'énergie totale qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle doit rester constante. Alors, j'ai oublié ici d'écrire que cette énergie totale doit absolument être constante quand il s'agit de la force de gravitation. Voilà. Alors, on va donc écrire, la conservation de l'énergie mécanique totale. Ça veut dire qu'on va regarder la situation initiale, on va écrire l'énergie totale initiale, la situation finale, on va réécrire cette énergie totale et on va écrire l'égalité entre les deux. C'est bon? Alors, quelle est la situation initiale? La situation initiale, c'est que le projectile se trouve à la surface de la Terre. D'accord? On va l'envoyer. Imaginez que vous voulez envoyer une fusée dans l'espace. D'accord? Donc, vous l'envoyez à partir de la surface de la Terre. Donc, je calcule son énergie totale. Donc, énergie totale à la surface de la Terre. C'est l'énergie cinétique à la surface de la Terre, plus l'énergie potentielle à la surface de la Terre. Alors, quelles sont les valeurs? L'énergie cinétique, eh bien, c'est 1/2 de mvl au carré. Alors, je cherche une vitesse de libération du projectile. C'est la vitesse initiale que je vais donner au projectile. Donc, je vais dire que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mvl au carré. Son énergie potentielle, c'est l'énergie qu'il a quand il est à la surface de la Terre. Je revois ici l'expression de l'énergie potentielle.
Quand petit r est égal à grand R, eh bien, je suis à moins G grand M petit m sur R qu'on retrouve ici. Hein. Donc, voici mon énergie cinétique initiale, mon énergie potentielle initiale. Maintenant, je vais chercher l'énergie mécanique totale finale quand le projectile arrive à l'infini. D'accord? Alors, son énergie cinétique quand il arrive à l'infini, c'est quoi? Eh bien, c'est zéro, puisque je veux qu'il arrive au minimum avec une vitesse nulle quand il arrive à l'infini. Et son énergie potentielle quand il arrive à l'infini, elle est nulle aussi, parce que à l'infini, eh bien, il ne subit plus l'influence de la Terre, donc il n'a plus d'énergie potentielle qui est due à la présence de la Terre. Donc, énergie totale à l'infini égale 0. J'écris la conservation de l'énergie mécanique totale. Donc, 1 demi de mvl carré moins g grand M petit m sur R égale à 0, puisque l'énergie mécanique totale à l'infini est égale à 0. Alors, ça me donne, je fais passer ce terme-là à droite, je vais avoir 1 demi de mvl carré égale à g grand M petit m sur R. Le petit m se simplifie. Le 2, je peux le faire passer à droite, d'accord? Et je cherche la racine de VL carré. Donc VL égale à 2GM, racine de 2GM sur 1. Voilà, et on trouve 11,2 km par seconde. C'est la vitesse qu'il faudrait donner à une fusée pour qu'elle échappe à l'attraction de la Terre. Voilà. Alors, vous remarquez que le rayon, ici j'ai le rayon de la Terre, d'accord, qui se retrouve au dénominateur, mais j'aurais pu lancer ce projectile à partir d'une certaine altitude, c'est-à-dire que au lieu que ce soit R ici, ce serait R plus H, d'accord? Donc si je me mets à une altitude qui n'est pas ici la distance c'est R, ça veut dire que l'altitude c'est 0, ça veut dire que je suis au niveau de la mer, d'accord? Si je suis en haut d'une montagne, donc je vais avoir une certaine altitude, ici je n'aurai pas la distance grand R, j'aurai la distance grand R plus H, la hauteur de la montagne, d'accord? Qu'est-ce que ça va induire? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, comme le dénominateur va être plus grand, eh bien, la vitesse de libération, elle va être plus faible. D'accord? Donc, pour des questions de consommation d'énergie, eh bien, j'ai tout intérêt à lancer une fusée à partir d'un endroit qui est à une certaine altitude et qui n'est pas au niveau de la mer. Ça me permettra de dépenser moins d'énergie et de donner une vitesse de libération plus faible que celle qu'on vient de calculer. Ça va? Alors, on va passer maintenant à l'énergie potentielle de gravitation au niveau de la Terre, au voisinage de la Terre, parce que c'est celle-là qu'on utilise. On traite pas beaucoup de problèmes de projectiles qu'on va lancer dans l'espace. Généralement, on s'intéresse à des objets qui sont à la surface de la Terre. Donc, on va voir comment s'exprime cette énergie potentielle de gravitation quand on est au voisinage de la Terre. Alors, je reprends ma variation d'énergie potentielle. Donc, énergie potentielle au point B moins énergie potentielle au point A. Alors, je vais m'intéresser à deux positions, une position A et une position B. Donc, la position A qui se trouve à la distance RA par rapport au centre de la Terre.
la position B qui se trouve à la distance RB par rapport au centre de la Terre. Alors, vous voyez que les points A et B, je les ai dessinés tout près de la surface de la Terre, hein, parce que je veux traiter le cas où je suis très proche de la surface de la Terre. Alors, je réécris donc mon expression de l'énergie potentielle de gravitation pour des distances quelconques. Donc, énergie potentielle au point B, c'est moins G grand M petit m sur RB. L'énergie potentielle au point A, c'est moins G grand M petit m sur RA. Quand je fais la différence entre les deux, eh bien, j'obtiens cette expression. Alors, je réduis au même dénominateur. Donc, je vais avoir comme dénominateur commun RA, RB. Et comme numérateur, G grand M petit m, RB moins RA. D'accord? Alors, comme je suis très près de la surface de la Terre, eh bien, ces deux distances RA et RB, je vais les écrire en fonction du rayon de la Terre et de l'altitude. L'altitude, c'est la distance entre l'objet et la surface de la Terre. D'accord? Donc, si on se limite à cette petite région de la Terre, eh bien, si on est très très proche de la surface de la Terre, eh bien, on considère la Terre comme un plan. Et mes deux points A et B vont se trouver, le point A à la hauteur HA et le point B à la hauteur HB. D'accord? Le HA, c'est cette distance-là et le HB, c'est celle-ci. C'est bon? Voilà. Alors maintenant, ben, je vais réécrire cette expression. Donc, je vais écrire que RB moins RA, il faut que je les écrive en fonction de grand R, de HA, de HB. Alors, qu'est-ce que j'ai? RB moins RA. Donc, je vais avoir R plus HB moins R plus HA. Ça veut dire que le R va partir et RB moins RA, c'est HB moins HA. C'est bon? Alors, maintenant, le produit RA-RB. Donc, je fais le produit de R plus HA par R plus HB. Donc, je développe mon produit. Je vais avoir R carré plus RHA plus RHB plus HA-HB. C'est bon? Alors, puisqu'on est au voisinage de la Terre, eh bien, ça veut dire que la hauteur HA, vous avez vu sur le dessin tout à l'heure, HA par rapport au rayon de la Terre, c'est quelque chose de très petit. HB, c'est un B ici, hein. Ici, c'est un B. D'accord. Alors, HA est très petit devant R et HB est très petit devant R. Alors, je vous rappelle, dans mon produit, j'avais R carré plus RHA plus RHB plus HA-HB. Eh bien, il se trouve que HA étant très petit devant R, eh bien, je vais avoir, si vous multipliez, je prends cette relation-là, cette inégalité, je multiplie à gauche et à droite par R. Eh bien, j'ai RHA qui est très petit devant R carré. Alors, HB très petit devant R, je multiplie à gauche et à droite par R, et j'ai RHB très petit devant R carré. Ensuite, HA-HB, forcément, ce produit va être très petit devant R carré. Ce qui fait que quand je regarde ce qui me reste dans mon produit RA-RB,
Alors, je vous rappelle que dans ce produit, il y avait R carré plus RHA plus RHB plus HA-HB. Chacun de ces termes étant négligeable devant R carré, eh bien, il ne restera que le R carré. Donc, la variation d'énergie potentielle entre le point A et le point B, eh bien, ça sera, alors je l'avais écrit comme ça, je vais remplacer RB moins RA par HB moins HA, et je vais remplacer RA, RB par R carré. C'est bon? Alors, ça me donne G grand M petit m. À la place de RB moins RA, je mets HB moins HA. À la place du produit RA-RB, je mets R au carré, grand R au carré, le rayon de la Terre au carré. Et, eh bien, quand je regarde mon expression, je me rends compte que j'ai le facteur Gm sur R carré qui apparaît. Or, ce facteur Gm sur R carré, eh bien, on l'a déjà rencontré quand on a étudié la loi de gravitation universelle. C'est G, c'est le fameux G égal à 9,80 mètres par seconde au carré. Donc, je vais pouvoir écrire que delta EP, à la place de Gm sur grand R carré, je vais mettre le petit g, l'accélération de la pesanteur. Donc, le résultat, c'est que j'ai delta EP égale à mg facteur de hb moins ha. Alors, l'énergie potentielle d'un objet de masse m se trouvant à une altitude h, bien puisque ça c'est la variation d'énergie potentielle entre le point A et le point B, d'accord? Eh bien, je vais pouvoir dire que l'énergie potentielle à une position quelconque, ça sera mgh plus une constante. Et cette constante, eh bien, il suffit que je choisisse l'origine de l'énergie potentielle. Eh bien, ici, je vais dire que à la surface de la Terre, pour une altitude, pour une hauteur h égale 0, je vais considérer que l'énergie potentielle est nulle, d'accord? Et que au-dessus, l'énergie à une hauteur h, l'énergie potentielle sera égale à mgh, d'accord? Et alors, quand vous regardez l'expression d'énergie potentielle de gravitation en fonction de h, vous voyez bien que c'est de la forme alpha h, c'est-à-dire que la courbe de l'énergie potentielle, c'est une droite. C'est bon? Alors, il n'y a pas de... Il n'y a aucune contradiction avec, avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Si vous regardez ici, ben on est dans cette, on est très très proche, on est ici, hein, d'accord? On est très très proche de la surface de la Terre, d'accord? Donc on a en réalité ici, eh bien, on va écrire l'énergie, on va représenter l'énergie potentielle en fonction de H, d'accord? Et c'est cette partie de la courbe d'énergie potentielle qui nous intéresse. Donc voici, c'est cette partie-là ici, d'accord? Donc comme il n'y a pas de contradiction pour le choix de l'origine de l'énergie potentielle. Ici, le domaine de définition de l'énergie potentielle, c'est depuis, on va dire, de 0 à R au plus, d'un point de vue pratique, plutôt de grand R à l'infini, d'accord? Donc, l'origine, eh bien, on peut la choisir, l'origine de l'énergie potentielle, on peut la choisir n'importe où entre la surface de la Terre et l'infini. Donc, on a choisi, on a fait comme choix que l'origine de l'énergie potentielle, c'était à l'infini, parce que c'est là que il n'y a pas d'énergie potentielle de gravitation, parce qu'il n'y a pas d'influence de la Terre sur un objet qui se trouve à l'infini. Par contre, ici,
eh bien, on ne peut pas garder cette origine de l'énergie potentielle puisque notre domaine de définition, il est ici très très proche à des points qui sont à une hauteur h négligeable devant le rayon de la Terre. Donc ici, ben, on a choisi une autre origine de l'énergie potentielle qui est h égale 0. Voilà. Donc voici ma courbe d'énergie potentielle de gravitation quand je suis à la surface de la Terre et très proche de la surface de la Terre. Alors, on va faire une application, on va regarder quelle est l'altitude maximale d'un projectile qu'on lance verticalement à partir du sol. D'accord? Donc, on va le lancer avec une vitesse initiale V0 qui va être verticale. On va prendre une vitesse verticale pour simplifier notre exemple. Alors, on va écrire la conservation de l'énergie mécanique totale, c'est-à-dire qu'on va chercher l'énergie mécanique totale initiale, c'est à la surface de la Terre quand on lance l'objet, et l'énergie mécanique totale à la position finale. Je veux savoir quelle est la hauteur, l'altitude maximale du projectile, c'est quelle est la hauteur maximale à laquelle il peut arriver avec cette vitesse initiale. Alors, l'énergie totale initiale, c'est l'énergie cinétique initiale, c'est 1 demi de m v0 carré. L'énergie potentielle initiale, eh bien, je suis à la surface de la Terre, donc c'est 0. Alors, l'énergie mécanique totale finale, eh bien, quand l'objet arrive au sommet de sa trajectoire, si je l'ai lancé verticalement, eh bien, au sommet de sa trajectoire, sa vitesse va être nulle. Donc ici, la situation est inversée. L'énergie totale finale, c'est uniquement de l'énergie potentielle puisque c'est à cette position de hauteur maximale que la vitesse va s'annuler et que le projectile va redescendre vers la Terre. C'est le point de rebroussement, cette hauteur HM. Alors j'écris l'égalité entre les deux et ça me donne la hauteur qui va être égale à V0 carré sur 2G. Alors vous voyez bien que là, le calcul a été très simple et très rapide, alors que si on avait fait ça avec, je vous rappelle qu'on avait étudié le mouvement du projectile quand on a fait le poids, et vous avez vu qu'on a fait plusieurs étapes de calcul avant d'arriver à ce résultat. Alors on avait une vitesse qui avait une composante horizontale quand même, et on avait trouvé que c'était V0y au carré sur 2G. C'est-à-dire le même résultat que ça. Alors, on aurait pu le faire graphiquement. Alors, comment on le fait graphiquement? Eh bien, on trace la courbe de l'énergie totale. On sait que c'est 1 demi de m V0 carré. L'énergie totale est constante, donc on trace notre courbe d'énergie totale. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? Eh bien, on connaît la courbe d'énergie potentielle. Donc, on trace la courbe d'énergie potentielle. Et ensuite, eh bien, la courbe d'énergie cinétique, on la déduit. On fait énergie cinétique égale à énergie totale moins énergie potentielle. D'accord? Alors, les choses que je connais, c'est l'énergie totale. D'accord? Parce que je connais l'énergie mécanique totale initiale. Et je connais la courbe d'énergie potentielle, puisque je sais que à la surface de la Terre, l'énergie potentielle, c'est mgh. Donc, j'ai la courbe noire et la courbe rouge.
Et si je veux connaître l'énergie cinétique à une hauteur h quelconque, imaginons que je cherche l'énergie cinétique à cette position, on va dire H0, je fais quoi? Eh bien, je prends l'énergie totale, donc la courbe, je vais remonter là. Donc, ça sera l'énergie totale moins l'énergie potentielle. C'est-à-dire, je prends cette quantité-là et je lui retranche l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, c'est la courbe rouge. Hein. Donc, à H0, H0, voici l'énergie potentielle. D'accord? Donc, je fais la quantité, donc énergie totale moins énergie potentielle. D'accord? Eh bien, je prends cette quantité-là et je la retranche ici. C'est bon? Eh bien, ça me donne ce point-là. Ça me donne l'énergie cinétique pour H égale H0. Alors, j'ai fait la même chose pour tracer cette courbe de l'énergie cinétique. J'ai fait la même chose un peu partout. À H égale 0, eh bien, j'ai l'énergie potentielle qui vaut 0. Donc, l'énergie cinétique, eh bien, j'ai déjà ce premier point. Ici, je vais faire énergie totale moins énergie potentielle, c'est-à-dire je prends l'énergie totale et je lui retire cette quantité. Donc, je suis ici. D'accord? C'est bon? À chaque fois, ce que j'ai dessiné en rouge, c'est le moins énergie potentielle. C'est-à-dire, je fais l'énergie totale moins l'énergie potentielle et je tombe sur l'énergie cinétique. Alors, je vais remettre mes énergies potentielles à leur place. D'accord? Voilà. Donc, on pouvait aussi le faire graphiquement pour avoir la courbe d'énergie cinétique et on aurait vu que quand au point d'intersection entre la courbe d'énergie totale et la courbe d'énergie potentielle, eh bien j'ai l'énergie cinétique qui est égale à 0. D'accord? Et je suis à l'altitude que je cherche, l'altitude HM. Voilà. Va, on va passer maintenant, on va passer à l'énergie potentielle élastique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle élastique? C'est l'énergie qui est emmagasinée dans un corps élastique quand il est déformé. Alors, si vous prenez un ressort, si vous ne le laissez ni comprimer ni allonger, eh bien, il a stocké aucune énergie potentielle. Par contre, si vous le déformez, si vous le comprimez, eh bien, il va stocker de l'énergie potentielle qu'il va pouvoir transformer en énergie cinétique à la première occasion, d'accord? Et si vous l'allongez, pareil, il va stocker de l'énergie potentielle qu'il va pouvoir transformer en énergie cinétique. Alors, juste une chose à propos de l'énergie potentielle de gravitation, c'est une sorte quand on dit de l'énergie potentielle, c'est une possibilité de transformer de l'énergie en une autre forme. Quand vous prenez un objet et que vous le mettez à une certaine hauteur h, d'accord? Il a de l'énergie potentielle, il a l'énergie potentielle mgh. Eh bien, cette énergie, si vous le libérez, si vous le lâchez, eh bien, il va automatiquement la transformer en énergie cinétique. Donc, l'énergie potentielle, c'est une sorte de réserve d'énergie qu'a l'objet
parce qu'il occupe une position, il a cette possibilité de transformer cette énergie en énergie cinétique. Donc ici, bah c'est un petit peu la même chose. Un corps élastique, quand vous le déformez, eh bien, vous lui donnez une possibilité de transformer cette énergie que vous avez stockée en le déformant en énergie cinétique. Alors, on va reprendre notre exemple qu'on a vu en dynamique quand on a étudié la force élastique, c'est-à-dire un système à l'horizontale pour pas faire intervenir le poids et rajouter une énergie potentielle de gravitation qui viendrait nous compliquer nos équations. Nous, ce qu'on veut voir ici dans ce paragraphe, c'est juste l'énergie potentielle élastique. Bien entendu, après, eh ben, il faudra voir tous les cas, le cas où il y a à la fois de l'énergie potentiel élastique et de l'énergie potentielle de gravitation. Donc, on prend un système à l'horizontale pour que le poids soit compensé par une force de contact et que la seule force qui va exister d'une certaine façon, ça va être la force élastique. Alors, on va prendre donc un ressort avec voici la position d'équilibre de la masse, c'est-à-dire la position à laquelle le ressort n'est ni allongé ni comprimé, d'accord? Et en dehors de cette position, eh bien, s'il est allongé, il va être soumis à une force qui va le tirer vers la position d'équilibre, donc vers la gauche. S'il est comprimé, eh bien, le ressort va exercer sur la masse une force vers la droite qui va s'opposer à la compression du ressort et qui va ramener la masse M vers sa position d'équilibre. Alors, on va faire le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre un déplacement d'un point A à un point B et on va regarder quelle est la variation d'énergie cinétique qui va apparaître et quel est le travail de cette force élastique. Je vous rappelle que le théorème de l'énergie cinétique, il me donne la variation d'énergie cinétique entre un point A et un point B. Il me la donne comme étant le travail de cette force, de la résultante des forces, entre le point A et le point B. Donc j'écris que si ma masse se déplace de A à B, son énergie cinétique, elle varie de cette façon. Je vais avoir énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale égale au travail de la seule force appliquée. Ici, la seule force appliquée, c'est la force élastique. Alors, F, je vous rappelle qu'on a écrit que F, c'était moins KX en vecteur, hein, c'était moins KX I, d'accord? C'est-à-dire que si X est positif, si j'ai un allongement, eh bien F va avoir une mesure algébrique négative comme ici sur le dessin. La force est vers la gauche dans le sens négatif. Par contre, si X est négatif, c'est-à-dire si j'ai une compression, eh bien, la force va avoir une mesure algébrique positive, donc le vecteur F sera dans le sens de I et la force serait dans l'autre sens. D'accord? Donc, quand je calcule le produit scalaire FdL, je vais écrire ce que c'est que dl dans ce cas. Eh bien, mon déplacement dl, ça sera, je suis sur l'axe OX, donc ça sera dxi. C'est bon? Quand je calcule le produit scalaire f dl, je vais avoir moins kx i multiplié par dxi. Alors, le produit scalaire de i par lui-même, c'est 1. Donc, je vais avoir le produit scalaire f dl égale à moins kx dx. C'est ce que j'ai écrit ici. D'accord? Alors, si j'intègre moins kx dx, eh bien, ça me donne moins 1 demi de kx carré.
Alors, j'ai calculé ça entre la position initiale A et la position finale B. Donc, si j'ai obtenu, je vais écrire ce qu'on a comme résultat, hein, c'est moins 1 demi de K x carré, d'accord, à prendre entre les positions A et B, d'accord. Donc, j'ai moins 1 demi de K xb carré moins 1 demi de K xa carré, c'est-à-dire 1 demi de K xa carré moins 1 demi de K xb carré. Tout le monde est d'accord avec les signes? C'est bon? Alors, j'ai donc la variation d'énergie cinétique, 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré, égale au travail de la force élastique entre le point A et le point B. Et le travail de la force élastique s'écrit sous la forme 1 demi de K xa carré plus 1 demi de K xb carré. Alors, on va faire le même raisonnement que tout à l'heure. Dès que vous avez une variation d'une forme d'énergie, c'est que cette variation de cette forme d'énergie a pour contrepartie une variation opposée d'une autre forme d'énergie. Donc ici, j'ai de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique a varié, d'accord? Donc cette variation, elle va avoir une contrepartie qui va être une variation opposée d'une autre forme d'énergie qu'on va appeler l'énergie potentielle élastique. Et on va pouvoir écrire que puisque l'énergie potentielle, puisque la variation d'énergie potentielle qu'on avait obtenue en écrivant le travail de la force élastique, puisqu'on avait trouvé ça, eh bien ça veut dire que ce que je viens d'écrire ici, en réalité, c'est l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B. D'accord? Puisque la contrepartie de la variation d'énergie cinétique, c'est une variation opposée de l'énergie potentielle élastique. Donc, j'ai l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B qui est ah ben, je l'avais déjà écrit, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Bon, peu importe. Oui, ce que je voulais écrire, c'était que cette variation d'énergie potentielle s'était opposée à la variation d'énergie cinétique. Donc, c'était énergie cinétique. Alors, énergie. J'aurais écrit ce qui était au bas de la page précédente. Hein, c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Voilà. D'accord? Alors, donc cette énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B qui s'écrit sous cette forme-là avec les XA, XB, eh bien ça me dit que l'énergie potentielle élastique, eh bien c'est 1 demi à une position X, donc pour soit un allongement, soit une compression X quelconque, eh bien cette énergie potentielle va s'écrire sous la forme 1 demi de K X carré. Alors évidemment, j'ai supprimé la constante parce que en réalité, j'aurais dû écrire énergie potentielle égale à 1 demi de K X carré plus une constante, d'accord? Puisque quand j'ai fait la différence ici, eh bien, s'il y a une constante différente de 0, eh bien, je vais avoir la même constante
quand j'écris l'énergie potentielle au point A, je vais avoir 1 demi de K XA carré plus constant. L'énergie potentielle au point B, c'est 1 demi de K XB carré plus constante. Quand je fais la différence, la constante disparaît. D'accord? Alors, d'un point de vue plus rigoureux, j'aurais dû écrire que l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi de Kx carré plus une constante. Mais ici, eh bien, je peux choisir comme origine de l'énergie potentielle élastique la position où le ressort n'est ni allongé ni comprimé. Donc, il n'y a aucune action du ressort. Le ressort ne peut rien rendre. Pour qu'un ressort vous rende de l'énergie, il faut que vous l'ayez déformé, d'accord? Donc, s'il n'est pas déformé, ben, c'est logique qu'on puisse dire que s'il n'est pas déformé, ben, ça correspond à une position où l'énergie potentielle élastique est égale à 0. Voilà. Alors, la conséquence de ça, d'avoir trouvé que la variation d'énergie cinétique est opposée à cette variation d'énergie potentielle, c'est que je peux regrouper les termes qui se passent à la position A et les termes qui correspondent à la position B, et on se rend compte que la quantité 1 demi de Kx carré plus 1 demi de mv carré est une quantité qui reste constante et qu'on va appeler l'énergie mécanique totale du système masse-ressort. Donc l'énergie totale va s'écrire sous cette forme-là. Alors on va voir une oscillation complète. Alors on va reprendre l'exemple qu'on a vu en dynamique pour le système masse-ressort sur une table à air. Et on va étudier, cette fois-ci, la dernière fois, on avait regardé ce qui se passait pour la force, pour la vitesse, pour l'accélération, d'accord, pour la position aussi, sur une oscillation complète. Et bien cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe du point de vue de l'énergie. Alors, on va considérer une masse qu'on va lâcher à une position x égale x0. Dans le cours de dynamique, j'avais appelé ça grand A. D'accord? Alors, on va la lâcher à la position x égale x0 avec une vitesse nulle. C'est bon? Alors, je vais pouvoir écrire son énergie totale. Je sais que son énergie totale est constante. Donc, il suffit que je la connaisse à une position et je la connais partout, d'accord? Puisque c'est une constante, il suffit que je trouve une position où je connais à la fois l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Alors, cette position, eh bien, c'est la position initiale, puisqu'à la position initiale, je connais l'allongement du ressort, je sais que c'est x0, donc je connais l'énergie potentielle et je connais la vitesse initiale puisque je lâche ma masse sans vitesse initiale, donc je connais l'énergie cinétique. C'est bon? Donc l'énergie totale, il suffit que je connaisse l'allongement initial, que je connaisse x0. Ça me permet de calculer l'énergie potentielle initiale. Et comme j'ai une vitesse initiale qui est nulle, eh bien, l'énergie cinétique est nulle et j'ai l'énergie totale. Alors ici, c'est vraiment quelle que soit la position x. Hein. Alors ensuite, l'énergie potentielle, eh bien l'énergie potentielle, je sais que c'est 1 demi de k x carré. D'accord? Alors il manque une ligne ici. Hein. Je vais mettre un trait. L'énergie potentielle, c'est 1 demi de k x carré. C'est la courbe en rouge que j'ai dessinée ici. Quand x égale 0, eh bien, il n'y a pas d'énergie potentielle. D'accord? Et
j'ai une énergie potentielle qui est définie tout le temps, d'accord? Il suffit que je donne une position à la masse sur mon axe X et à cause de cette position, je vais avoir une énergie potentielle 1 demi de kx carré. Donc, l'énergie potentielle est définie tout le temps. Alors maintenant, l'énergie cinétique, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure la différence entre l'énergie totale et l'énergie potentielle. Alors, l'énergie totale, je vous rappelle que c'est une constante, c'est la courbe en noir. L'énergie potentielle, c'est la courbe en rouge. Et je vais faire la différence entre l'énergie totale et l'énergie potentielle. Alors, par exemple, à cette position, eh bien, j'ai l'énergie totale qui a cette valeur-là. Je suis là, d'accord? L'énergie potentielle, c'est ce que j'ai indiqué ici avec la courbe rouge, d'accord? Et je vais faire énergie totale moins énergie potentielle. Et bien, je me retrouve ici à ce point. C'est bon? Alors, je peux refaire d'autres points. Ici, à x égale 0, eh bien, j'ai pas d'énergie, je n'ai que de l'énergie potentielle, j'ai pas d'énergie cinétique. Donc, voici mon premier point. D'accord? Donc, je suis là. Ah, alors ici, on a déjà trouvé ce point. Je vais prendre un point intermédiaire ici. Je vais prendre ce point par exemple. Eh bien, je vais faire l'énergie totale qui est la courbe noire moins l'énergie potentielle. Ah, ça c'est pas bon. Voilà. Alors, je prends ce point, cette énergie potentielle et je vais la retrancher de l'énergie totale et vous voyez bien que je tombe sur ce point-là. Et ainsi de suite. Quand j'arrive à x0, alors ici, excusez-moi, j'ai dit que c'était de l'énergie cinétique, c'est de l'énergie potentielle. Hein. L'énergie potentielle étant nulle, quand je fais la différence entre l'énergie totale et l'énergie potentielle, eh ben, je me retrouve à cette valeur-là pour l'énergie cinétique. Hein. Donc j'ai cette première valeur, celle-ci, celle-là et ainsi de suite jusqu'à x0 où l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle, donc l'énergie cinétique va être égale à 0. Voilà. Alors, on va regarder, donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi de k x0 carré, qui est la valeur de l'énergie totale, moins 1 demi de k x carré à chaque fois pour x compris entre 0 et x0, et bien je vais à chaque fois faire la différence entre les deux courbes. Alors, on va regarder maintenant, je vais peut-être diminuer un peu. Voilà, on voit toutes les positions ici, tous les quarts de seconde. Alors, je vous rappelle qu'on a lâché on a lâché notre masse sans vitesse initiale à la position x0, c'est-à-dire que le ressort est allongé. Donc, il va y avoir une force de rappel qui va ramener, qui va rappeler la masse vers sa position d'équilibre. Il va passer par la position d'équilibre avec une vitesse maximale. Donc, position d'équilibre, ça veut dire force nulle, mais il a une vitesse, donc il va continuer vers la gauche. Il arrive à la position symétrique, moins x0, avec une vitesse nulle, mais une force qui le tire vers la droite, puisque le ressort est comprimé, il réagit par une force qui s'oppose à la compression. Donc, la masse va retourner vers la droite. Elle passe par la position d'équilibre où la force est nulle,
mais la vitesse est maximale et vers la droite, donc la masse va continuer à glisser vers la droite, arriver à la position x0, donc je suis revenu à ma position de départ, eh bien la masse arrive avec une vitesse nulle, une force qui la tire vers la gauche, donc elle va repartir et je vais avoir le même cycle qui va se reproduire. Alors tout ça, c'est un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois à propos de l'orientation, de la force, de la vitesse, etc. Maintenant, on va regarder les énergies. D'accord? Alors, on est dans quelle situation ici? J'ai le ressort qui est allongé. Il a un allongement x0, donc ça veut dire que j'ai une énergie potentielle égale à 1 demi de k x0 carré. D'accord? J'ai à la position initiale, la vitesse initiale est nulle. Ça veut dire que l'énergie cinétique est nulle. Hein. C'est juste le petit trait que j'ai dessiné ici pour dire qu'il n'y a pas d'énergie cinétique. C'est bon? Alors, quand j'arrive à cette position, à la position d'équilibre, eh bien, le ressort, il est ni allongé, ni comprimé. Ça veut dire que son énergie potentielle est nulle. Un ressort qui n'est pas déformé ne contient pas d'énergie potentielle élastique. D'accord? L'énergie potentielle élastique, elle va de pair avec la déformation du corps élastique. Donc ici, je n'ai pas d'énergie potentielle. Par contre, on a vu la dernière fois que la vitesse était maximale quand la masse passe par la position d'équilibre. Donc, je vais avoir le maximum d'énergie cinétique. Alors, le maximum d'énergie cinétique, eh bien, on regarde ici, c'est la courbe en bleu, c'est 1 demi de k x0 carré. D'accord? Donc, je suis partie de cette position où l'énergie cinétique est nulle, l'énergie potentielle est égale à 1 demi de k x0 carré. Donc, voici l'énergie potentielle maximale, l'énergie cinétique nulle. Et ici, quand je passe par x égale 0, donc je suis à un quart de période, à x égale 0, j'ai la vitesse qui est maximale. On regarde la courbe en bleu. La valeur de l'énergie cinétique, c'est 1 demi de k x0 carré. L'énergie potentielle est nulle, donc j'ai pas d'énergie potentielle. C'est bon? Alors, quand je suis à la demi-période, je suis à moins, la position du disque est à moins x0, donc je suis ici, je regarde sur ma courbe, je suis à x égale à moins x0. Quelle est l'énergie potentielle? Eh bien, l'énergie potentielle, elle est à 1 demi de k x0 carré, donc elle est à sa valeur maximale. L'énergie cinétique, c'est la courbe en bleu, donc à x égale moins x0, l'énergie cinétique est nulle. Alors, je reviens ici, donc je suis bien avec une vitesse nulle, avec une force maximale, j'ai une énergie potentielle qui est maximale et une énergie cinétique qui est nulle. Alors, deuxième passage par la position d'équilibre, mais dans l'autre sens. D'accord? Alors, je suis avec une vitesse maximale et une x qui est égale à 0. Donc, je regarde à x égale 0, eh bien, l'énergie potentielle, c'est la courbe en rouge, hein. L'énergie potentielle égale 0. Et l'énergie cinétique, c'est la courbe en bleu, est égale à 1 demi de k x0 carré. C'est-à-dire que l'énergie potentielle est nulle et que l'énergie cinétique est maximale. Et enfin, dernière position, quand j'arrive à t égale la période, eh bien, c'est un point de rebroussement, la vitesse est nulle et la position, c'est x0. Alors, je suis ici, je suis à la position x égale x0.
l'énergie potentielle vaut 1 demi de kx0 carré et l'énergie cinétique, c'est la courbe en bleu, à x égale x0, l'énergie cinétique est nulle. Donc, j'ai énergie potentielle maximale, énergie cinétique nulle. Alors, regardez bien les échanges qu'il y a eu. Eh bien, l'énergie, il y a eu un échange d'énergie entre la masse. Quand c'est la masse qui a l'énergie, c'est de l'énergie cinétique. Quand c'est le ressort qui a l'énergie, c'est de l'énergie potentielle. Alors, évidemment, entre ces deux situations, il y a des situations intermédiaires où vous avez à la fois, ici j'ai pris des situations extrêmes, j'ai soit de l'énergie potentielle, soit de l'énergie cinétique. Mais il y a des positions entre x0 et 0 où j'ai à la fois de la vitesse et le ressort qui est allongé ou comprimé. Donc, je vais avoir à la fois de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. D'accord? Évidemment, à chaque position, la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique doit vous donner une valeur qui est constante et qui est l'énergie totale. D'accord? Mais vous voyez bien qu'il y a un échange d'énergie avec entre la masse et le ressort à des valeurs, à des positions extrêmes. Eh bien, l'énergie, elle est soit dans le ressort, soit dans la masse sous forme d'énergie de vitesse. C'est soit d'énergie potentielle élastique, soit d'énergie cinétique. Mais il y a aussi des situations intermédiaires où il y a à la fois de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie se partage entre les deux. Il y a un petit peu d'énergie potentielle dans le ressort et un petit peu d'énergie cinétique dans la masse. Alors, les remarques qu'on peut faire, c'est que l'énergie cinétique est maximale en x égale 0. C'est la position où l'énergie potentielle est minimale. L'énergie potentielle vaut 0 quand x égale 0. D'accord? Donc, regardez bien. J'ai une énergie cinétique maximale ici et là, à ces deux positions-là. Eh bien, il se trouve que c'est quand x égale 0 et que la vitesse est maximale, mais que la déformation du ressort est nulle. Donc, si le ressort n'est pas déformé, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Alors, l'énergie potentielle est maximale en x et moins x0. Eh bien, oui, on l'a vu ici, là, donc à t égale 0, à t égale à la demi-période et à t égale à la période, eh bien, vous avez le maximum de déformation. Ici, c'est un allongement. Ici, c'est une compression. Là, c'est un allongement. Eh bien, vous avez l'énergie potentielle qui a sa valeur maximale qui est 1 demi de kx0 carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est que les positions x0 et moins x0 sont des points de rebroussement. C'est les points où l'énergie cinétique est égale à 0. Donc, je suis à cette position, j'ai l'énergie cinétique est nulle. À celle-ci, vous voyez bien que c'est un point de rebroussement. Et enfin, ce point-là, qui est un point de rebroussement. Alors, quand la déformation, alors j'ai mis module de x. Alors x sera positif si c'est un allongement et négatif si c'est une compression. Je serai de ce côté-là si le ressort est comprimé. Eh bien, quand le module de la déformation, que ce soit une compression ou un allongement, augmente, eh bien l'énergie cinétique diminue et inversement. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que plus le ressort va être déformé et plus il y aura d'énergie potentielle et moins l'énergie cinétique sera importante. N'oubliez pas que la somme des deux
doit toujours rester constante. Donc, s'il y a l'une des deux formes d'énergie qui augmente, eh bien forcément l'autre diminue. Vous voyez bien quand on regarde notre courbe, nos courbes d'énergie potentielle et d'énergie cinétique, vous voyez bien que au fur et à mesure que X augmente, eh bien vous avez l'énergie potentielle. Alors, au fur et à mesure que X augmente, l'énergie potentielle augmente et vous avez l'énergie cinétique qui diminue. D'accord? Alors, on peut voir la même chose de l'autre côté. De ce côté, c'est plutôt un allongement du ressort et de ce côté, c'est une compression du ressort. Donc, quand le module de X augmente, que ce soit de ce côté ou de celui-là, eh bien, vous avez l'énergie potentielle qui augmente et l'énergie cinétique qui diminue dans la même proportion puisque la somme doit toujours donner l'énergie totale qui doit rester constante. Alors, par contre, quand X diminue, eh bien, vous avez l'énergie potentielle qui diminue et vous avez l'énergie cinétique qui va augmenter au fur et à mesure que X diminue. Voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment. Comme ça sera dans la vidéo. Vous avez des questions? Bon.